La manière dont la société elle-même, elle est gérée. La société, elle est gérée comme une épicerie familiale. Le directeur qu'on nomme, il recrute tous ses frères de village, que des gens aient des diplômes ou pas. L'essentiel, c'est que on recrute les gens sur les affinités communautaristes, ethniques et tout ça. Et les responsables de la société. Et on le voit bien souvent avec sa maman quand il veut aller à Rome, il veut aller au Vatican, on le voit flanqué de sa mère. Et en temps normal, sa mère devait quand même lui dire, écoute mon fils, on ne peut pas gérer un pays comme ça. Tu ne peux pas, tu es président, c'est une grâce, mais tu ne peux pas faire ce que tu es en train de faire là avec tes concitoyens. Des gens qui meurent en prison. Ton propre frère, Pacha, qui est en prison, même si il a voulu faire quelque chose avec toi, ça fait 17 ans qu'il est en prison. Oui. Les gens qui meurent en prison, les gens qui sont en exil, quand ils ont des problèmes familiaux, ils ne peuvent pas rentrer pour régler les problèmes de leur famille. Des gens qui meurent en prison, déjà que tu es venu au pouvoir dans une mare de sang. Donc, en réalité, qui a laissé des enfants en chute. Et ce projet qui était censé régler le problème du délestage ou de déficit énergétique est devenu un grand gouffre pour le pays. Oui. Le projet a été d'abord très mal conçu et par la suite, vous connaissez la rapacité des dirigeants togolais. Chacun voulait avoir sa commission, les Barclay par ici, les Damipi par là, Fonia Sibé même au milieu. Chacun a pris sa part. Ils ont encore leurs intérêts en tant qu'actionnaires dans cette société-là. Et chaque jour, c'est la société qui renfloue cette société. On parle de 1 milliard chaque mois que Contour Global ait produit de l'électricité à la société ou pas. La société doit verser 1 milliard à Contour Global chaque mois. Il y a le contrat qui a été publié, qui est sur les réseaux sociaux, que les gens peuvent retrouver facilement et comprendre comment est-ce que des gens, des patriotes, des gens soucieux de gérer un pays avec beaucoup de rigueur peuvent signer un tel contrat. Ensuite, ce projet n'ayant pas véritablement abouti, donc la question du délestage n'est pas réglée, ils sont partis prendre encore de l'argent avec des banques pour créer une autre centrale qu'ils appellent centrale Kekeli. Et cette centrale qui a été implémentée dans la zone aussi portuaire, le jour de l'inauguration, une partie de la centrale a pris feu. Et la centrale qui devait produire, je pense, 100 et quelques mégawatts pour la société, aujourd'hui n'est pas dans ses capacités de production de façon optimum. Donc, là aussi, on a mis beaucoup d'argent dans une structure qui ne nous rapporte pas grand-chose. Ensuite, on a les dettes que nous avons auprès de la Volta Reading Authority, donc le courant qu'on prend auprès du Ghana, oui. Et la dette colossale qu'on a du côté du Nigeria, où on prend aussi de l'électricité, et le Nigeria, à un moment donné, nous a sommé à plusieurs reprises justement, de régler cette ardoise-là qui est devenue intenable pour les gens du Nigeria. Et donc, quand vous allez encore plus loin, il y a la manière dont la société elle-même, elle est gérée. La société, elle est gérée comme une épicerie familiale. Le directeur qu'on nomme, il recrute tous ses frères de village, que des gens aient des diplômes ou pas. L'essentiel, c'est que on recrute les gens sur les affinités communautaristes, ethniques et tout ça. Et les responsables de la société se sont offerts des avantages énormes qui pesaient sur la société. Et donc, les bons de carburant, les voitures, tout ce qui est prestation à la société est surfacturé, parfois sur du matériel de mauvaise qualité, et tout. Donc, c'était devenu une vache à lait. Et il y a même des rapports de la Cour des comptes qui disent qu'il y a des dépenses à la société qui n'ont jamais été prises dans le compte du budget de l'État. Ces rapports sont là. Ensuite, vous avez les ministres qui sont là et qui consomment l'électricité pendant des années, qui ne payent pas leurs factures. J'ai publié sur ma page Facebook la dernière fois l'arrêté du ministre Elom Dadi qui accordait en 1996 aux ministres les avantages
en termes de consommation d'électricité. Et cet arrêté nous indique même que même après le départ du ministre de ses fonctions, il a encore 3 mois d'électricité gratuite. Pendant ce temps, le Togolais lambda, quand il a une seule facture, dès qu'on apporte la seconde facture, on lui coupe le courant et on lui fait payer en plus les frais de coupure. Donc, voilà comment la société a été gérée pendant les années. Et il y a ensuite toutes les nombreuses maisons des autorités, notamment les maisons de Fogna Simbe qui sont un peu partout sur l'ensemble du territoire, que la société alimente sans aucune compensation. Et donc, tout ça a plombé cette société-là et les dépenses aussi de fantaisie. Et aujourd'hui, on augmente le coût de l'électricité de 13% pour faire payer aux Togolais les bêtises que les gouvernants ont commises. Oui, qu'ils ont fait. Enfin, exactement. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est nous, c'est le Togolais, le bas peuple aujourd'hui, qui va supporter la mauvaise gestion et les consommations que les dirigeants, qui eux déjà étaient favorisés. Parce que quand tu es ministre, tu as tous les avantages. Oui. Normalement, c'est un ministre qui devait être exemplaire Tout à fait, c'est eux qui devraient montrer le bon exemple. Exactement, c'est eux qui devaient payer parce qu'ils ont tous les avantages. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans notre pays. Je suis certain que, doyen, le pays dans lequel vous vivez, si vous cherchez à vous informer, vous aurez toutes les informations sur ce que gagne le chancelier, ce que gagne le président allemand, ce que gagnent les ministres. Oui. Au Togo, on n'a aucune information sur ce que gagnent réellement nos ministres. Il n'y a aucun décret que tu peux sortir aujourd'hui au Togo qui t'indique quel est le salaire du président, quels sont ses avantages, quel est le salaire du premier ministre, quels sont ses avantages, quel est le salaire d'un ministre d'État, quels sont ses avantages, quel est le salaire d'un simple ministre, quels sont ses avantages, quel est le salaire d'un secrétaire d'État, quels sont ses avantages. Personne ne sait rien. Mais et pourtant, on devrait le savoir. Parce que si on demande dans la Constitution aux ministres de déclarer leurs biens, nous devons savoir combien ils gagnent. Pour qu'à leur départ du ministère, on peut évaluer s'ils ont eu à augmenter leur patrimoine ou non. Donc aujourd'hui, le salaire même des dirigeants togolais est un secret d'État. Oui. Moi, je suis un journaliste d'investigation, j'ai fouillé partout, je n'ai vu aucun document qui fixe les salaires. On va te dire, Ford gagne 7 millions, on va te dire, le Premier ministre gagne 4 ou 5 millions, mais personne ne te sort un document qui montre réellement que les salaires des ministres ont été fixés à tel montant. On sait ce que gagne le pape, on l'a dit. On sait ce que gagne Donald Trump, on l'a dit. Et on a même dit que Donald Trump a renoncé à son salaire. On sait ce que gagne, par exemple, Macron. Mais qu'est-ce que Fogna Simbe gagne? Combien il gagne par mois? Combien gagnent ses ministres? Combien gagnent les secrétaires d'État? On n'a aucune idée. Donc, tout est opaque au Togo. Donc, à partir de ce moment-là, quand des ministres consultent les maisons, on ne sait pas si c'est sur la base de leur salaire ou si c'est sur la base des détournements. C'est ça. Ferdinand, par exemple, ici, le chancelier allemand, selon l'article 11 de la loi des ministres fédéraux, donc gagne 226 000 euros par an. Donc, il faut diviser 226 000 euros par 12 pour savoir combien il gagne. Ok, 226 000 euros par an. C'est ce que le chancelier en Allemagne gagne. Oui. Ok, quand on le divise par 12, on a une idée de ce qu'il a par mois. Plus les autres avantages, il a un véhicule de fonction, il a des trucs et tout ça. Voilà. Chez nous, on ne sait pas ce que les gens gagnent. Non. Et puis, ils gagnent selon l'article, un article de la Constitution. Voilà. Donc, voilà, quelqu'un a dit 18 000 euros. Voilà. Donc, 18 000 euros par mois que comment appelle-t-on, que le chancelier allemand gagne. Maintenant, nous, on ne sait pas combien nos dirigeants gagnent. Personne ne sait. Même les députés, on ne nous a jamais sorti une décision pour dire voilà ce que les députés gagnent. Normalement, pour la transparence dans la gestion des affaires publiques, toutes ces informations devaient être publiques. C'est ça. Toutes ces informations devaient être à la portée des citoyens. Oui. Comme ça, le citoyen a des éléments de contrôle de l'action politique. Et il est en droit de demander aux dirigeants, mais si vous avez un ministre qui gagne 3 millions, pourquoi il construit une maison de 300 millions?
alors qu'il gagne 3 millions au gouvernement. Donc, on n'a aucune information. Donc, tout est opaque dans notre pays et finalement, le pays est une double peine pour les populations. Parce que là, moi j'ai fait des émissions, j'avais alerté les gens. Je pense que des journalistes togolais, je suis l'un des journalistes qui a beaucoup écrit sur la CET. J'ai fait beaucoup d'émissions sur la CET. Ça fait des années que je parle de la CET. Maintenant que nous sommes au fond du gouffre, depuis 3 jours, je vois les Togolais qui sont sur les réseaux sociaux en train de crier. Parce que les gens qui faisaient le cash power à 2000, ils se rendent compte aujourd'hui que même avec 2000, quand tu achètes l'électricité de manière prépayée, tu n'as pas grand-chose. Donc, c'est une situation catastrophique et les gens font des captures d'écran de leurs achats de cash power qui le mettent sur les réseaux sociaux. Et à la fin de ce mois, il y aura les factures des compteurs mécaniques qui vont arriver et les gens vont se rendre compte de la gravité de la situation. Et je vous assure, doyen, que nous avons déjà une inflation galopante, mais les choses vont aller en flèche. Parce que le meunier va augmenter le prix de comment on appelle, la dose, le prix qu'il prend pour moudre. Moudre la farine. La farine, il va augmenter, il va augmenter. Le coiffeur, il va augmenter. La coiffeuse va augmenter. Les gens, tous ceux qui vendent les produits congelés, ils vont augmenter. Je ne sais pas comment on appelle. Ceux qui boivent même la boisson, ils vont augmenter. Parce qu'il faut rafraîchir la boisson avant de la vendre. Ah oui. Et donc, l'impact est sur tous les secteurs. Vous voyez, l'impact va toucher tous les domaines. L'eau va augmenter effectivement aussi. Et déjà que les populations sont à bout de souffle. Donc, le peuple ne peut pas continuer indéfiniment à payer la gabegie des dirigeants. Donc, ce qui aurait été intéressant à faire, si on avait des dirigeants responsables, c'est de faire d'abord un audit de la société. Et de dire pourquoi on en est arrivé là. Normalement, c'est un audit de la CET qu'il fallait faire. C'est l'audit de la CET qu'on devait présenter au peuple en disant voilà les problèmes qu'on a eu dans la gestion de la CET, voilà pourquoi on doit régler ces problèmes-là, voilà pourquoi nous demandons un effort complémentaire ou supplémentaire des populations. Et les gens vous diront d'accord, au vu de ce diagnostic-là, nous acceptons de faire un sacrifice ou non. Là, on ne fait aucun diagnostic, mais vous allez constater que depuis 3 jours, la société communique de façon muette. On balance des communiqués dans la masse. Il n'y a aucun responsable de la société qui est sorti sur les médias pour expliquer aux Togolais le nouveau mécanisme d'augmentation des prix et comment les gens doivent comprendre ça. Il n'y a rien. On balance un communiqué que tout le monde retrouve sur Facebook, WhatsApp, les gens partagent et chacun fait son interprétation de ce communiqué-là. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gouverne un pays, qu'on dirige des gens. Et donc aujourd'hui, quand vous prenez la situation qui est déjà très difficile sur le plan économique et qu'on en rajoute maintenant aujourd'hui la question des factures d'électricité, je pense que les Togolais ne vont pas s'en sortir. Et n'oubliez pas tous les conflits qui vont naître de la gestion de l'électricité dans les maisons de location. C'est ça, c'est ça. Parce que les gens ne voient pas cet aspect. Vous savez que quand, pour ceux qui sont en location, quand vous louez chez nous, vous louez, le propriétaire vous fixe le prix de l'électricité qui est différent de celui de la société. Il vous dit, moi le kilowattheure, si la société le donne à 150, moi dans ma maison, c'est à 200. Maintenant que la société a augmenté, ces propriétaires de maison aussi vont augmenter le coût du kilowattheure. Maintenant, quand vous prenez, comment appelle-t-on, les quartiers périphériques de Lomé, où les gens vivent des araignées, c'est-à-dire des branchements sauvages, c'est celui qui amène le compteur principal dans le quartier, qui alimente les autres qui sont tout autour de lui. Donc lui aussi, il augmente le coût du kilowattheure qu'il donne aux autres. Avec la société, lui aussi va augmenter. S'il leur vendait à 200 francs le kilowattheure, ils vont maintenant passer à 300. C'est à prendre ou à laisser. Donc, cette augmentation du coût de l'électricité va créer même des problèmes entre les gens. Il va y avoir un problème de cohésion sociale dans le pays. Il n'y a pas que seulement l'inflation, il n'y a pas que seulement des difficultés à joindre les deux bouts, mais les relations entre les voisins, entre les locataires et les propriétaires vont être des relations compliquées.
Donc, Tout à fait. pendant ce temps, on a des dirigeants